Alors, je vais présenter le concept d'espace homéomorphe, qui est une notion vraiment fondamentale en topologie. Euh, Si vous avez déjà fait par exemple de la théorie des groupes, c'est un peu l'analogue de deux groupes isomorphes. Donc, et vous voyez, vous savez qu'en théorie des groupes, c'est vraiment quelque chose de très central. On cherche à classer les groupes à isomorphisme près. On fait un peu pareil en topologie en fait, donc c'est ce que je vais présenter ici. Eh bien, je pense que euh, je vais séparer ce cours en 3 vidéos. La première, ce sera celle que je suis en train de faire là, où je vais définir ce que c'est que deux espaces homomorphes, mais on va essayer de construire la définition, pas juste la balancer, sinon ça va être vite vu. Donner un peu aussi les motivations à étudier ça. Après, dans une autre vidéo, j'aimerais bien lister les propriétés qui sont conservées à homéomorphisme près, et aussi d'ailleurs celles qui ne le sont pas, mais la plupart le sont. Si ça vous parle pas, vous comprendrez plus tard ce que ça veut dire. Et enfin, une dernière vidéo où là, je vais donner des exemples d'espaces qui sont homéomorphes et d'ailleurs d'espaces qui ne sont pas homéomorphes. On va voir un peu comment on peut démontrer que deux espaces sont ou pas homéomorphes. Ça peut paraître un peu bizarre que je donne des exemples que dans la dernière vidéo, parce qu'on peut s'attendre à les avoir dès la fin de la définition. Mais c'est justement parce que, en fait, pour démontrer que deux espaces sont pas homéomorphes, et souvent on utilise justement une propriété qui est censée être conservée, qu'on a démontré que c'était conservé, et qui s'avère ne pas l'être dans notre exemple, et donc ça contredit le fait qu'ils sont homéomorphes. Donc c'est pratique d'avoir déjà la connaissance de quelles propriétés sont conservées pour démontrer que deux espaces sont homéomorphes ou pas. Mais rassurez-vous, il y aura quand même des petits exemples visuels, c'est juste que je vais pas démontrer que des espaces sont homéomorphes ou pas avant la dernière vidéo. Donc on va commencer. Euh, En fait, l'intuition qu'il y a derrière ça, c'est que on aimerait bien dire que deux espaces sont homéomorphes si je peux passer d'un espace à l'autre en faisant une déformation continue. Par exemple, un cercle, je peux tout à fait le déformer continuellement en un carré. Vous voyez, j'ai juste à tirer sur les angles un peu et on peut le déformer continuellement en un carré. En revanche, si je pars toujours d'un cercle, je ne peux pas le déformer continuellement en un segment. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, je vais devoir déchirer le cercle. C'est un peu comme une ficelle qui serait en cercle. Vous allez devoir couper la ficelle pour avoir une ficelle rectiligne. Donc, on aimerait bien une définition mathématique, un concept mathématique qui fasse en sorte que ces espaces-là soient homéomorphes. Donc le cercle et le carré dans R2, dans le plan. Homéomorphe. Tandis qu'un cercle et un segment ne soient pas homéomorphes. Il y a plein d'exemples, si vous voulez. On peut prendre des choses dans R3. On peut prendre une sphère. Bon, je vais avoir un peu plus de mal à vous la dessiner, mais de la même façon, une sphère, je vais pouvoir la déformer continuellement en un cube. Mais je vais pas pouvoir la déformer continuellement en un plan. En revanche, vous voyez, ça c'est assez marrant. Il suffit que j'enlève un point de la sphère, n'importe où, et là ça me fait un espace dans lequel je peux tirer autour de ce point et transformer ça en un plan. Bon, alors par contre, la sphère sans un point, ce sera plus homéomorphe au cube. Donc, toutes ces choses-là, il faut les avoir en tête. Et là, tout le sport, ça va être
de donner une définition mathématique qui colle avec toutes nos impressions là. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est on va prendre deux ensembles. Parce que je parle d'espace, mais pour l'instant, on considère juste un ensemble d'objets. Donc, et on aimerait bien définir ce que ça veut dire qu'ils sont homéomorphes, ces deux ensembles. Donc déjà, j'ai parlé de déformation. C'est quoi une déformation? Derrière, c'est une fonction, c'est une application qui, à un point de l'espace de départ, avant la déformation, associe ce point une fois l'espace déformé. Et ça, pour chaque point. Donc derrière, il y a une application. Et j'ai dit que je voulais déformer continuellement sans déchirure, sans déchirer le cercle par exemple. Donc ça veut dire que... Alors je vais séparer ici. Je voudrais qu'il existe une application de E1 dans E2 qui soit continue et qui soit surjective. Pourquoi? Eh bien parce que pour que ce soit effectivement E2 l'espace que j'obtiens après déformation. Si c'est pas surjectif, c'est pas l'espace que je vais obtenir à la fin de la déformation, ce sera quelque chose de plus gros, donc ça va pas. Et alors c'est quoi le rapport? Comment ça se fait que ça revient à de la notion de continuité comme en maths, ce déchirement? C'est que vous voyez ici, ce point, le point on a déchiré, par exemple celui-là, et il va se retrouver... quand je vais me rapprocher par ce côté-là et que je vais regarder la fonction qui associe le point une fois déformé, ça va me rapprocher vers là. Alors que quand je vais approcher le point par l'autre côté, les images, elles vont se rapprocher de ce point-là. Donc on a une limite à droite qui n'est pas la même qu'une limite à gauche, et ça c'est de la continuité. Enfin, c'est justement de la non-continuité. Donc on ne veut pas ça, non, on veut de la continuité. Ok. Et là on peut se dire, ça y est, c'est tout. Si j'ai ça, je vais pouvoir déformer continuellement, je vais pouvoir passer continuellement d'un espace à l'autre. Mais en fait, si je dis que ça, je vais pouvoir le faire que dans un sens, a priori. Parce que regardez, si je prends 2 carrés, mon espace de départ c'est 2 carrés, et ma déformation c'est de les coller ensemble pour former un rectangle. Et en faisant ça, j'ai rien déchiré, donc c'est une déformation continue, mais je pourrais pas le faire dans l'autre sens. Ce sera pas une déformation continue dans l'autre sens, parce que par contre dans l'autre sens je vais devoir déchirer le rectangle. Donc en fait, quand j'ai dit au début on n'a pas le droit de déchirer l'ensemble, on n'a pas le droit non plus de le coller, puisque on veut pouvoir passer par déformation continue d'un ensemble à un autre et dans les deux sens. Donc si je m'autorise le recollement, je ne pourrais pas le faire dans l'autre sens. Donc je veux qu'il existe aussi G, une autre fonction, cette fois dans l'autre sens. Je veux pouvoir faire la déformation dans l'autre sens. Continue surjective aussi. Alors j'ai parlé de continuité, mais du coup il me faut une structure sur mes ensembles. Je peux pas prendre des ensembles quelconques. Faut que j'ai au moins une topologie. Donc je vais prendre des espaces topologiques, E1 taux 1 et E2 taux 2. Si vous avez pas fait de topologie générale, vous pouvez plutôt qu'une topologie, vous pouvez prendre une distance ou même une norme si vous avez fait que les espaces normés pour l'instant. Tout ça, c'est juste le cadre le plus général. Mais pour parler de continuité, il me faut au moins une de ces notions-là.
Ok. Donc là, je sais qu'il existe une déformation dans les deux sens. Mais là, ça va pas être très pratique à manipuler ça. Et d'ailleurs, ce qu'on peut remarquer, c'est que si j'ai une surjection dans un sens et une surjection dans l'autre, et ben nécessairement, j'aurai une bijection. Alors je l'appelle f à nouveau, mais bon. Il existe f de E1 dans E2 bijective. Alors ça vient du théorème de Cantor-Bernstein, je ne sais pas si vous connaissez. Ce théorème, il nous dit que si on a une injection dans un sens et une injection dans l'autre, forcément on a une bijection. Alors ici c'est avec des surjections, mais ça fait rien parce que si on a une surjection dans un sens, on a une injection dans l'autre. Donc au final on a quand même une injection dans les deux sens. Et je peux en déduire qu'il y a une bijection. Bon, je ne vais pas démontrer Cantor-Bernstein, c'est un peu compliqué, mais je trouve que c'est assez naturel ce que ça dit. C'est pas déconnant. Donc j'ai ma fonction bijective. Et ça va être plus simple ma définition, elle va être plus simple avec une seule fonction qui fera la déformation dans un sens et dans l'autre. Donc, mais il faut quand même que je rajoute la continuité. Donc, on y va pour la définition. Donc, E1, taux1, deux espaces topologiques sont homéomorphes lorsque il existe une bijection entre les deux, comme on a vu, et qui soit continue. Il faut que, évidemment, ma déformation soit continue. Et là, il manque quelque chose. En fait, il y a beaucoup de gens qui se disent si je prends une bijection continue, forcément, la bijection réciproque, elle va être continue. Ça, c'est carrément faux. Un exemple, justement, il est là, l'exemple. Ça, c'est bien, dans ce sens-là, c'est bien une bijection continue, mais la réciproque n'est pas continue, puisque la réciproque, c'est un déchirement. Pour vous convaincre mieux, je vais vous donner un exemple plus formel, plus rigoureux. Donc je prends une fonction qui, sur 0, 1 ouvert, vaut l'identité. Et qui en 2 vaut 1. Alors ça, c'est une fonction parfaitement continue. Parce que vous pouvez regarder, vous pouvez faire des limites à droite, à gauche, c'est toujours continu. Ici, je ne peux pas faire de limite à droite, puisque c'est pas défini. Donc ça a forcément une tête de fonction pas continue, mais en fait, si, c'est clairement une fonction continue. Et justement, sa bijection réciproque, et oui, elle est bijective aussi. Sa bijection réciproque, ça va être pas du tout continu, ça va être l'identité sur 0, 1, et elle va valoir 2 en 1. Et là, vous voyez bien que c'est pas continu cette fois. Quand je fais la limite, je tombe pas sur le point. En fait, qu'est-ce qu'on fait là dans ces fonctions ça, si j'appelle f ici et f-1 là, f, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend un segment ouvert et un point et elle les rapproche en un segment fermé. Et f-1, elle fait le chemin retour, donc elle casse le segment en un segment ouvert et un point. Donc il y en a bien une qui est continue et pas l'autre. Et elles sont bien bijectives. Donc, oui, j'ai pas précisé, mais f, ça allait de 0, 1 ouvert, union 2, dans 0, 1 fermé. Donc si ma définition c'était que ça voudrait dire que 0, 1, union 2
et 0,1 serait homéomorphe. Alors que vous voyez bien qu'ils n'ont pas une tête, ils n'ont pas la tête d'être homéomorphes par rapport à ce que j'ai raconté. Ça c'est pas connexe. Ça c'est connexe. Pour aller de là à là, j'ai fait une déchirure. Donc il faut bien que je rajoute, et c'est important, c'est pas du tout pour faire joli, dans la définition, et f-1 continue. Là, on a enfin la définition finale de ce que c'est que deux espaces homéomorphes. Donc je vais juste finir avec la motivation. Bah en fait c'est que les motivations, on va surtout se rendre compte avec la deuxième vidéo, qui sont toutes les propriétés conservées. En fait on va voir dans la deuxième vidéo qu'il y a plein de propriétés qui, si elles sont vraies sur un espace et que j'ai un deuxième espace qui lui est homéomorphe, et je pourrais en déduire qu'elles seront aussi vraies sur le deuxième espace. Et ça, c'est vraiment génial parce que, vous voyez, si, par exemple, je sais que le cercle et le carré sont homéomorphes et j'ai telle propriété que je trouve très facile à montrer sur le carré. Je sais pas, moi, que le carré est convexe, par exemple. Je trouve que c'est très facile à montrer là-dessus. Et je le monte là-dessus et hop, je peux le déduire sur tous les espaces qui lui sont homéomorphes. Alors d'ailleurs, la convexité, je crois que c'est pas du tout quelque chose qui est... Donc c'est un mauvais exemple. Mais bref, une propriété quelconque, vous pouvez choisir l'espace qui vous arrange et en déduire sur tous les espaces qui vont... En déduire que cette propriété va être vraie sur tous les espaces qui lui sont homéomorphes. C'est vraiment ça le gros intérêt.